Et donc on peut avancer avec notre dernier joueur du jour, c'est Anthony Davis. Anthony Davis, 36 minutes par match cette saison, 76 matchs en 2024. Ça aussi, pas mal, le nombre de matchs avec Davis. Plus 7% d'efficacité relative à la moyenne, c'est excellent sur 27% d'usage de basketball référence, donc plutôt un gros volume aussi d'utilisation et de scoring. Et pour te lancer, c'est vrai que c'est encore une excellente saison individuelle au milieu peut-être d'une saison collectivement plus décevante. Absolument, c'est un peu, je sais pas quelle expression utiliser, l'arbre qui cache la forêt. Il a été incroyable au milieu de quelque chose d'assez fade finalement, je trouve, pour ne pas dire médiocre collectivement. C'est son niveau défensif, c'est toujours celui d'une superstar. Son niveau offensif, je l'ai trouvé intéressant parce que ça m'a semblé être une forme de saison de l'acceptation pour lui, parce que je crois qu'il a pris 75% de ses tirs dans la peinture. C'est ce qui est plus haut, je crois que c'est le plus haut pour lui depuis qu'il est chez les Lakers. Il a fait des saisons où il était à peine à 50%. Et c'est ce que je te disais en intro tout à l'heure, j'ai trouvé que c'était quasiment sa meilleure saison, parce que celle de la bulle avec le titre au bout est quand même particulière. C'est difficile de la mettre sur le même plan que d'autres à plein d'égards. Je trouve que je l'ai trouvé vraiment, vraiment, vraiment très, très fort. Et j'ai vu que ici et là, il était considéré un peu comme la meilleure deuxième option de la ligue dans des espèces de classements des médias américains. Sur la théorie, je suis assez d'accord, parce que en termes de personnalité, de jeu, de joueur, le caractère, tout ça, c'est toujours pas ce qu'ils aiment appeler un alpha, hein, pour proprement parler. Mais je l'ai trouvé phénoménal la saison dernière. Je le trouve incroyable, et ça m'a redonné confiance en lui, parce que j'étais à la fois critique et c'est plus déçu que critique d'ailleurs de pas le voir réussir à éviter les blessures et à jouer diminué. Je regarderais peut-être la frustration qu'avec tout ce bagage-là, toute cette palette qu'il a, ce soit pas devenu un joueur plus fort individuellement et plus le visage d'une équipe et le porteur d'un projet. Mais en tout cas là, en 2024, Anthony Davis, je le trouve encore, je le trouve assez exceptionnel. C'est vrai que il y a un peu cet aspect, comme tu dis, où peut-être pendant longtemps on a souhaité ou rêvé un peu du côté go to guy en fait. Hein. C'est le rêve qu'on nous a vendu. Et ce dont on s'est rendu compte, c'est que c'était pas totalement ça en fait. Il manque 2-3 éléments pour être un go-to-guy en termes de passing de haut niveau, en termes de scoring. Hein. C'est pas du tout la même implacabilité au post-up ou en isolation qu'un Jokic ou qu'un Embiid. Hein. Donc on n'est pas sur le même niveau du tout. Et en fait, ce qui est intéressant avec cette association avec LeBron, et c'est ce qu'on avait dit au moment du titre, c'est que en fait c'est peut-être l'association de le meilleur élévateur de plancher de niveau minimum de l'histoire avec LeBron, parce que tu donnes n'importe quelle équipe et avec son style de jeu de créateur héliocentrique, il peut te monter tout ça à un niveau extrêmement élevé. Et de l'autre côté, Davis, c'est aussi le meilleur élévateur de plafond, en fait, donc de niveau maximum, parce que à lui seul, il peut pas être le centre d'une attaque et d'un projet et faire qu'une équipe mauvaise va devenir une équipe excellente. Par contre, tu le mets dans une bonne équipe et ça devient une équipe d'élite. Et absolument. C'est là-dessus où il y a une polyvalence extrême, enfin défensivement on va en parler, mais la défense est géniale. Mais ouais, tu as parlé aussi de la fréquence de tir au panier. Je pense que c'est aussi ce qui est intéressant, c'est que on a affaire à une équipe de Darvin Ham. Alors bon, feu Darvin Ham, maintenant il est parti, il était nul, soi-disant, etc. Bon, il y a quand même un truc que Darvin Ham a très bien fait, c'est la fréquence au panier, la fréquence en transition et les lancers francs. Les Lakers c'était élite là-dedans. Et je pense que c'est une des meilleures saisons, comme tu dis, où on a vu cette utilisation cette fréquence au panier, qui à mon avis est notamment due à la verticalité de Davis, qui est enfin exploitée. On a vu que en termes de schématiquement, en termes de tactique, on avait beaucoup de pick and roll un peu soit plein centre, soit des empty pick and roll sur le côté, avec Russell, avec Davis, avec Austin Reeves plutôt, LeBron James. Enfin bref, il y avait ce côté-là où le système et les schémas, le spacing était bien organisé pour libérer les tirs au panier et les lancers francs. Donc ça, c'était parfait. Et ça tient aussi du fait que on a, alors maintenant il y a Wemby, hein, mais peut-être que Davis est aujourd'hui la deuxième meilleure cible de alley-oop et de verticalité au monde encore. Et ça, c'est quand même un atout assez incroyable, quoi. Ah non, je suis totalement d'accord avec toi. Et puis c'est même si c'est pas le leader, le go-to-guy comme tu le définissais, ça reste un mec qui change la face d'une équipe et le plafond d'une équipe tout simplement quand il est apte à jouer. Je le trouve je le trouve incroyable encore une fois. Et le niveau défensif que t'évoquais, je l'avais presque oublié à force on le voyait jouer diminuer, ressortir du terrain après des blessures qui sont pas des blessures gravissimes à chaque fois, mais je trouve que ça l'handicapait aussi pour être le joueur dominant défensivement qu'il est.
Et parfois j'avais presque de la peine pour lui l'année dernière parce que il défendait pour littéralement pour 5 quoi. Enfin je dis pas que les autres ne faisaient pas toujours les efforts, mais ils ont pas la même compréhension, les mêmes le même feeling pour la défense que lui a encore aujourd'hui. Donc ouais, voilà, c'est joueur d'élite qu'on espère voir pouvoir enchaîner les matchs à nouveau. Je sais pas ce que ça voudra dire pour les Lakers. Je sais pas s'ils sont taillés pour profiter pleinement du niveau qu'a Anthony Davis, mais ouais, joueur énorme encore, je pense, un joueur d'élite. Que pareil, je serais curieux de voir où tu voulais le mettre dans un premier temps, mais on en parlera après. Mais voilà, tu sais que j'ai une coquetterie pour les défenseurs, donc absolument. On va taper très haut. Mais non, mais alors pour le coup, j'ai commencé par le côté menace off-ball, de verticalité, etc. Mais il faut, enfin, c'est pas que ça. C'est là-dessus où c'est quand même génial, parce que comme tu dis, c'est pas une superstar, c'est pas un go-to-guy, on l'a dit. Mais c'est pas qu'une menace de verticalité, quoi. C'est pas Nick Claxton. On est d'accord. Tu vois, en termes de post-up, on a encore à 4 post-up par match cette saison, avec plutôt une bonne efficacité en plus, mieux que 70% de la ligue. Donc plutôt bon volume. On a de la création. C'est juste qu'on n'a pas une création star, mais c'est clairement ce qu'il a par rapport à d'autres défenseurs d'élite qu'on va énumérer. Tout ce qui est Gobert, tout ce qui est Draymond, qui est pas encore dans le classement, mais tout ce qui est Adebayo. C'est pas qu'un défenseur, comme parfois peuvent l'être un peu ces mecs-là. On a une vraie création de haut volume et de bon niveau, donc c'est plutôt 7 sur 10 que 10 sur 10, on est d'accord. Mais c'est comme ça, quoi. C'est comme ça. Le passing aussi, qui est pas un passing de création, mais qui est un passing en mouvement et un passing de fluidification qui est quand même assez intéressant. On a, bon, le regret, c'est qu'on n'a toujours pas de 3 points. Ça, c'est à part dans la bulle, on l'a eu il y a pas un an. Dans la bulle, c'était là, il a mis tous les jump shots qu'il a voulu. Mais bon, on n'a pas ce 3 points, mais on a quand même un peu de pick and pop avec le petit long tir à 2 points. Alors, c'est dommage parce que ça fait très 2013, hein, justement, le petit Lamarcus Aldridge, le pick and pop à mi-distance. Mais bon, c'est un peu là, quoi. Tactiquement, tu dois jouer contre un drop. Il y a ce petit pick and pop qui peut être l'arme anti-drop. Donc, c'est bien, c'est pas parfait, mais c'est bien. Donc, j'insiste, mais on a vraiment un mec qui, à la fois, est la meilleure menace off-ball en termes de finition, ok, enfin avec Wembanyama, mais aussi de la création, et de la création à haut volume, à plutôt bonne efficacité. Donc, ouais, c'est quand même très cool, et tout ça sans même parler, comme tu dis, de la défense, où la difficulté entre guillemets, c'est que on va pas pouvoir trouver des chiffres aussi facilement que pour Gobert, que pour Wembanyama, parce que c'est pas le défenseur de drop, tu vois, c'est pas l'encre défensive, le grand un peu qui fait du drop, qui est autour du panier. C'est pas ça, donc on peut pas lire aussi facilement, genre sur les chiffres de protection de panier ou ce genre de choses. C'est un mec qui, justement, est un peu la clé de voûte de cette défense de par la polyvalence et de par la capacité à switch, de par la capacité à avoir n'importe quel rôle sur le terrain. Et tu vois, au final, même par rapport à ça, il a peut-être pas le niveau de switchabilité de Draymond, il a peut-être pas le niveau de switchabilité de protection de panier de Gobert, mais c'est peut-être le mix parfait entre les deux. Je trouve pas que, enfin, je pense que c'est peut-être le mec qui est le plus fort dans les deux à la fois, dans ce côté défense polyvalente, switch, mobilité, etc. Et aussi le mec qui, en même temps, est aussi très fort en protection de panier. Donc, il est peut-être pas élite comme Draymond dans son domaine ou Gobert dans son domaine, mais c'est le meilleur des deux mondes, en fait, dans le même joueur, quoi. Donc, il est pas loin, et puis même s'il est pas élite, il est pas loin d'être élite quand même. Tu vois, il est vraiment son niveau est quand même énorme. Il est pas moyen, quoi. il est vraiment très fort de ce côté-là. Et puis tu parlais tout à l'heure des paniers à 3 points. C'est pas, tu vois, je suis pas encore totalement résigné parce que après c'est évidemment des vœux pieux, mais je sais que Redick veut absolument qu'il prenne beaucoup de 3 points la saison prochaine. Ouais. Ce qui devrait lui faire plaisir à Davis, qui a toujours plus ou moins refusé de se voir comme un poste 5 traditionnel. Et là c'est bon, là c'est quand il commence à accepter le fait qu'il sera poste 5 et que les Lakers ont besoin de lui comme ça dans ce registre-là, que peut-être qu'il va il va retrouver des opportunités de jouer plus comme un 4. Mais t'as vu passer la citation de Redick, qui a dit ouais, moi je connais le secret, et je vais le faire shooter à 3 points. C'est ça, j'ai vu ça. Ouais. Bon, ça, on verra dans les faits ce que ça donnera, hein, mais il a, je veux dire, sa palette, la panoplie est tellement importante en théorie parfois, mais sur ce qu'il est déjà capable de faire, je veux dire, c'est énorme. Il est rarement, j'ai pas les podiums en tête à chaque fois, mais c'est en théorie, c'est un des tout meilleurs défenseurs, donc il sera pas, il a jamais été DPOY, mais il a peut-être encore ça dans les pattes, je pense, il peut encore peut-être le faire à un moment. C'est pas élite comme Gobert sur la protection de cercle et comme d'autres dans d'autres secteurs, mais c'est très très proche du tout meilleur niveau quand même. Bah, disons qu'il a jamais été DPOY, mais ça fait 10 ans qu'il est top 3, quoi, grosso modo. C'est un peu l'idée, quoi. Donc c'est quand même une certaine idée de la valeur, et surtout que, tu vois, Adebayo c'est un peu pareil, à l'époque Tim Duncan c'est un peu pareil. Bon, le DPOY c'est aussi une question de
pas de narratif, mais un peu quand même, quoi. C'est mais la grosse saison, t'es top défense, bon, on va donner au meilleur défenseur de la top défense. Bon, je pense qu'il a flirté aussi parfois, même il a été parfois le meilleur défenseur de NBA, même s'il n'a pas eu le deep concrètement, quoi. Mais effectivement, et je pense que défensivement, on est encore dans son prime. Autant offensivement, bon, on délaisse un peu de plus en plus un certain volume de création, et moi ça me déplaît pas parce que je l'aime pas tant que ça en termes de création par rapport à d'autres stars, évidemment, d'autres superstars, je veux dire. Mais en termes de défense, je pense qu'on est encore dans le prime. Hein. On est encore largement dans le prime. Et la difficulté, c'est que non seulement on peut pas aller chercher des chiffres très basiques de protection de panier comme avec Gobert, Wemby, Brook Lopez, etc. L'autre difficulté, c'est que son équipe était dans la moyenne défensivement, et je trouve que ça rendait pas hommage à. Enfin, c'est plus facile, plus difficile de mesurer la valeur parce que tu dis mais la défense est pas bonne. Oui, mais en fait sans lui, elle est mauvaise. Donc c'est totalement. À quel point il y a une différence entre le mec qui fait passer d'une défense qui est déjà bonne à élite, ou entre mauvaise et qui devient bonne et compétente. Donc c'est, pour moi, il y a la valeur est aussi là-dedans, quand même si ça se voit pas au premier coup d'œil, parce que la défense est pas première de NBA ou pas top 3. Quoi. Mais voilà, je pense qu'on a dit très peu de faiblesses pour Davis, mais non, mais pareil, ça aussi je m'étais noté, t'en as parlé un peu, mais lui il a jamais voulu jouer pivot. Mais je pense qu'un des trucs qui pour moi apporte pas mal de valeur cette année, c'est que en fait de facto il a joué pivot pas mal de temps en fait. Donc ça a eu des répercussions en termes de spacing. Mais ça, pourquoi c'est possible ? C'est parce que, justement, défensivement, il peut totalement tenir une défense, entre guillemets, à lui tout seul. Donc c'est cette capacité de faire ça permet qu'à côté, on peut mettre 4 extérieurs, et qui du coup a des répercussions sur le spacing et sur l'attaque, mais tout ça part du fait que défensivement, il est assez bon pour que il y ait des répercussions sur l'attaque, mais un joueur assez... Pas classique, pas le LeBron, pas le Kawhi, pas le Durant, plein de ballons, plein d'efficacité et plein de tirs de pull-up, mais qui je pense a une bonne valeur. Et donc transition vers le classement. Où est-ce qu'on imagine notre ami Davis alors ? Où est-ce qu'on l'imagine ? Est-ce que pour moi c'est borderline top 10, je pense. Comme ça, à la réflexion, c'est borderline top 10. Si tu me dis qu'il est plus haut, je trouve pas ça scandaleux, mais je le vois. Est-ce qu'on le met devant les Edwards, Lillard ? Il y a Adebayo devant. Ouais. Moi, c'était mon point de repère, pour te dire. C'était Adebayo. C'est ça, oui. Moi, je pense, je sais pas ce que t'en penses, mais je pense qu'il est un peu au-dessus, Adebayo. Tu penses que Davis est au-dessus d'Adebayo ? Oui, pardon. Je pense. Je pense que Davis est au-dessus d'Adebayo parce que défense aussi fabuleuse, mais tout de même quand même plus d'attaque, quoi. C'est, comme je dis, c'est ça qui est intéressant, c'est que c'est pas un défenseur, c'est pas qu'un défenseur d'élite. Alors Adebayo non plus, mais Adebayo il y a de la création un peu collective, le 5-out, le passing, etc. Mais je serais quand même tenté de le mettre au-dessus. Après, c'est mon point de repère, mais tu vois, je pense que toi tu l'aurais peut-être pas Adebayo autant au-dessus, donc je comprends que tu puisses te poser la question avec un Edwards, par exemple, qui est derrière, notamment. Ouais. Je pense aussi que je le mets devant Adebayo. Je vois après bon, c'est par petits groupes, donc au-dessus il y a du Booker, Mitchell, donc c'est différent, c'est pas les mêmes profils de joueurs. Entre la 8 et la 9, ou est-ce que c'est possible de casser le 7-8 ? Je sais pas, toi t'avais quoi dans l'idée ? Tu t'imaginais garder les deux arrières ensemble, Booker, Mitchell ? Non, moi fourchette basse c'était Adebayo. Parce que voilà, aussi fabuleux en défense, et un peu plus de volume et plus de quand même capacité offensive. Donc c'est un peu le point bas, la fourchette basse à pas dépasser. Ouais. Moi, fourchette haute, ça pouvait aller jusqu'à Tatum, mais en dessous Tatum tout de même. Mais vraiment une évaluation positive et une pondération positive de son profil. Mais je pense que peut-être le plus raisonnable, c'est soit de le coller à Adebayo, soit comme tu dis, on casse un peu les deux extérieurs, on le met un peu entre les deux. Mais moi, même si on le colle à Adebayo, ça me va de le mettre collé. Je l'aurais comme est-ce que je valorise assez Donovan Mitchell ? C'est peut-être ça aussi. Faut que je dépassionne le truc. Ouais, t'étais moins conquis par Mitchell que Booker, donc tu peux te dire qu'on mettait Davis entre les deux, quoi. Ouais, c'est ce que je me serais bien dit ça, et en même temps le coller à Adebayo c'est pas problématique non plus. Soit ça, voilà. Moi, les deux options, c'est ça. Non, mais t'as raison. On peut casser les groupes. Ouais. On a cassé le groupe des 3&D en bas là, tout à l'heure, donc t'as raison. Cassons les groupes un peu. Cassons les groupes, on peut le mettre entre eux. Je vais te faire une confidence, je suis assez tenté de le mettre devant Booker, mais je vais pas le faire aujourd'hui. Peut-être on fera tu pourrais sans souci, mais... Ouais, j'ai pas envie de me faire insulter non plus, mais... Par l'armée de fans de Phoenix. C'est un peu ça. Non, mais dans une évaluation positive,
Je peux comprendre aussi qu'il y a quand même la pondération du volume de la création de Booker qui, voilà. Bien sûr, ouais. Je suis à l'aise de le mettre là. Je pense que si on était téméraire, on pourrait peut-être gratter, mais ça me va de le mettre là, entre Booker et Mitchell, ou alors entre Mitchell et Adebayo, mais ok, faisons ça. Et donc petit quiz pour finir. Nous sommes le 25 novembre 2023, et c'est un contre sur une tentative de dunk de Jarrett Allen, donc c'est quand même pas rien. C'est pas mal. Le 25 novembre, qui est sur le terrain au moment de ce contre sur Jarrett Allen, un contre en plus par derrière, sur une tentative de dunk par derrière. Donc un Lakers Cavs de novembre, donc LeBron James. Oui. D'Angelo Russell. Russell, oui, tout à fait. Qu'est-ce qu'il faut? Austin Reeves, j'imagine. Pas Austin Reeves. Voyons si toi t'as plus de références que les anciens intervenants qui n'avaient pas cette référence, peut-être trop jeune. Si je te dis Bel-Air. Ah, le prince de Bel-Air, bah donc Taurean Prince. Ah, merci, parce que j'ai fait cet indice parfois, auparavant, il y a des gens qui, non, désolé, j'ai pas la référence. Ah, mais ils avaient 25 ans, alors ils avaient 20 ans. Ouais, ça doit être par là, Et le dernier, c'est un arrière 3&D, un jeune arrière 3&D. Un jeune arrière 3&D, attends, donc j'ai dit qui? Ah ouais, non, il n'y a pas Reeves, j'avais dit D'Angelo, James, Prince, Davis, et ils avaient qui? On est en novembre. Je crois qu'il y a un mec des Kings qui avait un peu ce même nom de famille. Oui, mec des Kings j'étais sur la piste, donc ça doit être Max Christie, alors. Exactement. Qui n'est pas du tout d'ailleurs le fils de Doug Christie, hein, je crois pas en tout cas. Non. Et côté Cavs, bon, ils ont à peu près toujours la même équipe, nos amis des Cavs. Il doit y avoir du Donovan Mitchell, Evan Mobley, Jarrett Allen, parce que tu l'as cité évidemment. Exactement. Garland, il avait fait du on-off au niveau des blessures, mais Garland était peut-être là? Oui, il était là. C'était avant sa blessure début décembre, ouais, tout à fait. Donc Allen, Garland, Mobley, Mitchell il doit rester Max Strus. Exactement. L'Autrichien Max Strus est là. Voilà. Tout à fait. Non, il est pas autrichien, pardon. Il est pas du tout autrichien. Il voulait être international slovène, hein, je crois. Ah oui? C'était prévu, ouais. D'accord, tu vois, je faisais une blague, mais il y avait une réalité, alors, ok. Ouais, ok, bah, on apprend tous les jours grâce à Shai sur le Basket Lab, et donc